Donc bienvenue à tout le monde, je vais faire quelques mots d'introduction pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a décidé d'organiser cette conférence suite à notre assemblée générale statutaire. Vous savez que chaque année on essaye de trouver un sujet, quelque chose qui fait sens pour nos activités et on espère aussi celle de nos membres. Alors là on est un petit peu sur un sujet un petit peu haut niveau, mais on pense que ça fait vraiment du sens d'en parler aujourd'hui, parce que c'est très connecté aux activités de terrain que vous développez. Pourquoi on l'a un petit peu évoqué dans le rapport d'activité, c'est les activités comme la mutualisation, comme le partage, qui sont les activités en fait qui ne se comptent pas de la même manière que les activités où on va dans l'économie linéaire, où on va prendre de la matière, on va l'utiliser, on va la transformer, on va la consommer et la détruire. Pour le PIB, ce type d'économie qui est circulaire et globalisée fait beaucoup plus de points de PIB qu'une activité qui va être circulaire, on va plutôt partager, mutualiser, et on va faire au plus court, et on va proposer des activités qui vont apporter plus au niveau social, environnemental, que ce que va faire l'économie plus linéaire. Et donc c'est dans cette vision qu'on a besoin d'outils pour pouvoir valoriser ce que font les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et on a besoin de le faire pas seulement en assemblée générale dans notre coin, on a besoin de le faire avec des acteurs politiques, publics, ailleurs en Europe. C'est ça qu'on a des intervenants qui viennent aussi d'ailleurs en Europe, et aussi avec les représentants aussi de pouvoirs publics locaux. Donc c'est pour ça que je laisse la parole à Caroline qui a vraiment fait ce travail de construction de cette assemblée, de cette conférence. On a donc, je vais partir du plus loin, on a donc Barbara Trachet qui est avec nous, qui nous vient de Bruxelles. Et donc Barbara qui est, je dois le lire parce que je n'ai pas fait par cœur, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, et chargée en particulier de la transition économique et de la recherche scientifique. Donc bienvenue Barbara, merci de vous connecter avec nous. Merci beaucoup. Ensuite, un petit peu plus près, mais aussi un peu plus loin que Genève, on a Raphaël Mahin, qui est supérieur qui parle depuis Berne. Bienvenue Raphaël Mahin, qui est conseiller national. Vous allez voir avec sûr qu'on vous entend. Moi, je vous entends. J'espère que vous... Parfait. Merci aussi d'être avec nous et bienvenue. Ensuite, à ma gauche, M. Chambourdon, qui vient nous parler de comptabilité carbone et d'outils qui sont en train de développer dans le réseau de l'économie sociale et solidaire, plutôt du côté vaudois. Ensuite, directement à ma droite, de nouveau un représentant des pouvoirs publics avec Pascal Rocha da Silva, qui est le délégué à l'économie de la ville de Genève. Donc, merci d'être avec nous. Alors, on va parler au nom de la ville tout entière, en tout cas de venir parler de qu'est-ce que fait la ville, et en même temps mettre à l'économie, et puis en lien avec la question qu'on a aujourd'hui. Évidemment, Caroline Domaine, qui est membre de notre comité, donc d'après, je laisserai la parole pour la partie plus introductive du fond de la conférence, et puis Edith Favoreux, qui vient nous parler du bonheur national brut, et du coup de cette dimension-là, je me réjouis de vous entendre à ce sujet. Voilà, moi j'en ai fini, je laisse la parole à Caroline pour la conférence. Alors, bienvenue, ravi d'être là avec vous ce soir. Comme l'a dit Antonin, cette conférence change un peu de registre par rapport aux activités d'après. Généralement, on est focalisé par les activités micro, en quelque sorte, des différentes entreprises membres et des individus membres. Là, on s'est dit que ça valait la peine de saisir cette occasion de donner un aperçu sur le cadre macro dans lequel ces activités se développent. Donc en fait, c'est une histoire, je pense qu'on va vous raconter ce soir, l'histoire du PIB, donc le produit intérieur brut. C'est une histoire qui commence en 1934, essentiellement, avec un monsieur d'origine, un immigré aux États-Unis, Simon Kuznets, qui vient de la ville de Kharkiv, malheureusement connue de nous tous, un nombre de villes connues de nous tous aujourd'hui, parce que c'est situé dans l'Ukraine actuelle. Il est économiste statisticien, et il est arrivé aux États-Unis, le Congrès américain, dans un contexte de crise économique, lui a demandé de calculer si, en fait, certains aspects de l'économie croissaient, parce que dans le cadre de crise, certaines mesures ont été prises, donc il y avait besoin d'une mesure pour savoir si, oui ou non, les mesures prises avaient le résultat escompté. Donc il est arrivé avec ce chiffre un peu magique, donc un chiffre, le produit intérieur brut, c'est le produit national brut, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, produit intérieur brut, qui résume la situation en un chiffre. Et l'histoire, en fait, est l'histoire d'un succès. Je pense que Simon Kuznets, probablement, n'a jamais imaginé que son nom et que ce qu'il a inventé serait aussi tenace et s'ancrerait aussi profondément dans la pratique de nos connaissances. On en entend parler tous les jours à la radio, on en lit tous les jours dans la presse, le PIB comme mesure, comme référence, alors que, au moment où il a présenté ces chiffres au Congrès, il a dit que ce n'est pas par ce chiffre
qu'on peut mesurer le bien-être d'une nation. Malgré cela, pendant la période de guerre, on a continué aux États-Unis à se référer aux chiffres, et quand les organisations internationales ont été fondées à la fin de la guerre, donc la Banque mondiale, les Nations unies, le PIB a vraiment pris racine et continue à être utilisé aujourd'hui. Et là, je pense que j'ai quelqu'un de beaucoup plus expert que moi, Pascal Rocha da Silva, donc de la ville, qui va vous nous dire le PIB actuellement, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Merci beaucoup Caroline pour ce bref passage historique. Alors moi j'ai une présentation qui s'intitule « Qu'est-ce que le PIB et à quoi ça sert ?» On sait ce que c'est en théorie. Le PIB, je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. En pratique, on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait, tellement c'est plein de trous, des choses que ça ne mesure pas, que ça devrait mesurer, des choses que ça ne devrait pas mesurer et que ça mesure. Donc la question est ouverte, si je peux dire. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, comme vous le savez, donc c'est ce que produit une nation ou un territoire. Il y a cette notion de territoire dans le PIB, et c'est brut par opposition à net, c'est-à-dire que vous n'allez pas inclure un certain nombre de choses, type les vieillissements des moyens de production, donc tout ce qui est amortissement, typiquement vous n'allez pas l'inclure. Donc un produit intérieur net serait déjà une valeur qui serait probablement meilleure que le PIB. Et vous verrez qu'il y a un nombre de mesures qui sont meilleures que le PIB qui existent aujourd'hui, qui sont plus complètes, dont certaines sont très anciennes d'ailleurs, mais ça n'empêche pas en fait cette santé insolente du PIB qui demeure néanmoins malgré un consensus qui est très largement contre lui. Et c'est ça un peu le mystère aussi aujourd'hui qu'on essaie de régler. Ça c'est ce que c'est en théorie. À quoi ça sert? Alors je dirais que c'est un énorme avantage, c'est d'une part c'est extrêmement simple, c'est standardisé, et vous pouvez comparer. Donc, vous pouvez comparer un pays à un autre, et ça marche jusque-là relativement bien, dans le sens où c'est sûr qu'un pays qui a un très grand PIB par habitant, très élevé comme la Suisse, et un pays qui a un PIB extrêmement bas, on voit tout de suite que ce n'est pas le même niveau de vie, et qu'on est beaucoup plus privilégié. Donc là-dessus, il n'y a pas tellement de débat. Et ça permet aussi de mesurer évidemment la croissance. Et ça, c'est le maître mot aujourd'hui, et c'est la notion, je dirais, sacro-sainte, notamment au sein des banques centrales. Et c'est, si on veut bien, à peu près la seule mesure aujourd'hui qui est vraiment, dont on parle vraiment, c'est la croissance et comment on peut accélérer cette croissance, comment la banque centrale peut travailler pour la redresser. Et évidemment, quand on parle de croissance, on sous-entend la croissance du PIB et de rien d'autre. Et ça, c'est un vrai problème aussi aujourd'hui, c'est que c'est un raccourci qui est fait d'office, où la croissance est synonyme d'augmentation du PIB et de rien d'autre. Et à l'époque, j'avais un professeur d'économie qui disait si vous voulez augmenter le PIB, c'est assez simple. Il vous suffit de prendre un caillou et de le balancer dans une vitrine, et vous allez augmenter le PIB, en fait, parce que vous aurez une entreprise qui va venir et qui va réparer cette vitrine, et donc ça va générer de la valeur ajoutée. Et c'est là où on voit bien l'absurdité, en tout cas dans une certaine mesure du PIB, c'est qu'il ne mesure que ce qui est facturé, et il ne mesure pas tout le reste. Donc, tous les dégâts qui peuvent être faits, typiquement tout le travail qui va rémunérer, ainsi de suite. Et on le verra tout à l'heure. Mais il n'empêche qu'il y a une santé insolente, et à mon avis, je pense qu'elle est en partie liée au fait justement que c'est intimement lié à la croissance économique, au sens qu'on l'entend aujourd'hui, et où la croissance économique, quelque part dans l'esprit de nous tous, et je suis probablement le premier coupable de ça aussi, quelque part on se dit, bon ben voilà, à partir du moment où vous avez une croissance économique, vous avez des revenus pour l'État qui augmentent, vous avez des ressources supplémentaires, et donc vous pouvez aller traiter les autres problèmes qu'il engendre, type les problèmes environnementaux, type les problèmes sociaux, et ainsi de suite, parce que qui dit croissance dit plus de revenus, et dit plus de capacité à traiter les autres problèmes que ça peut engendrer. Et donc finalement le PIB en soi est une mesure qui peut régler les autres problèmes. Je pense que ce raccourci-là, il est assez prégnant aujourd'hui, et il explique cette... en tout cas, c'est mon explication de cette santé insolente du PIB qui a tellement de défauts, mais ma foi, qui est toujours la seule mesure aujourd'hui qui a le droit de citer. Mais il y a peut-être d'autres hypothèses. Merci. Merci. Donc, je pense qu'on va en entendre plus surtout de nos préopinants, de nos participants à l'écran. Un autre exemple, je pense que, les exemples sont nombreux des défauts du PIB, notamment par rapport à la croissance. Une autre façon, si un des futurs nouveaux conseillers
conseiller d'État qui va entrer en fonction demain, après-demain, veut monter le PIB de Genève, une façon tout simple, ce serait de souffler à l'oreille des propriétaires immobiliers, de monter les loyers énormément. Et du coup, le PIB augmenterait, il n'y aurait rien de nouveau de créé, parce que les bâtiments, ce seraient les mêmes. Par contre, les inégalités augmenteraient énormément, parce qu'avec les mêmes salaires, les gens paieraient le même loyer et auraient moins d'argent pour autre chose. Donc ça, c'est un autre exemple de ce à côté de quoi passe le PIB, c'est les inégalités. Et puis, une autre chose, c'est la nature. En fait, la valeur de la nature, comme on dit, c'est une mesure brute, pas une mesure nette. Et on voit que les dégradations de la nature, par exemple, la valeur d'une forêt, si on coupe le bois et on utilise le bois, ça se mesure dans le PIB, mais la valeur de la même forêt, si on la laisse en place, n'est pas capturée. Et un économiste l'a dit tout récemment, il a dit c'est un peu comme si une équipe de foot voyait son score en comptant que les buts qu'elle marque. Elle peut croire qu'elle est en train de gagner, mais elle ne remarque pas, si elle ne compte pas les buts qu'elle encaisse, ben voilà, peut-être qu'elle passe à côté de l'essentiel. Mais voilà, pour cette question de lien avec la nature, je me dis c'est peut-être pour ça que les Verts lausannois se sont empoignés de cette question, ont soumis le postulat au Conseil d'État vaudois pour remplacer le PIB vaudois par le bonheur national, ou bonheur cantonal brut ou le donut. Raphaël, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je tente de partager mon écran. Le partage d'écran est désactivé pour les participants. Est-ce que c'est possible de régler ce problème ou est-ce que j'y vais sans partager mon écran? Alors, je peux peut-être déjà démarrer. Donc, pour vous dire que c'était à l'époque où j'étais encore député en plan cantonal. Ça joue pour le partage d'écran, si jamais. Ça fonctionne maintenant. Merci. Voilà. Voilà. Fonctionner les excuses. Voilà, d'ailleurs, cette petite citation tirée d'une tribune faite par de nombreux économistes dans le monde il y a 2 ans pour montrer encore une fois ce qui vient d'être dit, le lien entre PIB et croissance, avec cette espèce de dogme qui est une absurdité qui consiste à penser qu'on pourra croître infiniment, et le PIB est inextricablement lié à ce paradigme. Je disais donc que c'était à l'époque où j'étais encore député à l'échelon vaudois avant de devenir député à l'échelle fédérale, où je suis ces réflexions, mais pour l'instant de façon moins aboutie, que j'avais lancé cette discussion. Et ce qui me paraît intéressant de vous dire aujourd'hui en quelques minutes, c'est qu'en fait, quand on est parlementaire, on est là pour poser des jalons, pour semer des graines, pour faire évoluer le débat de société, mais on n'est pas dans le registre de la mise en œuvre, du contraire. Comme Barbara l'illustrerait tout à l'heure pour Bruxelles. Donc on est vraiment en train d'essayer de reformuler, de refonder le contrat social en ajoutant des éléments nouveaux. Et ce qu'il faut se dire, c'est ce que je vous ai indiqué ici sur cette diapositive, c'est que, alors là, des éléments de définition, c'est la diapositive prochaine, je passe rapidement. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on est parlementaire, on est systématiquement confronté à des processus décisionnels où on présente le PIB comme j'ai envie de dire, alpha et l'oméga des décisions publiques. C'est-à-dire qu'on va vous dire cette décision est justifiée par le PIB qu'on a considéré comme étant une motivation à agir de cette manière ou de telle autre manière. Ce que j'ai indiqué aussi, c'est que c'est l'unique mesure de la météo économique pour vous dire si ça va bien ou si ça va mal, que certaines politiques publiques sont directement fondées sur le PIB, notamment la promotion économique, la fiscalité. On va prendre des mesures législatives, on va inciter le Parlement à aller dans un sens, dans un autre sens, avec le PIB en arrière-fond. Et puis évidemment, c'est ce qui a déjà été dit, on fait des comparaisons et on communique autour du PIB. C'est-à-dire que ça devient la mesure de toute chose et ça nous emprisonne dans un paradigme qui est très compliqué à défaire ensuite lorsqu'on se situe sur les bancs d'un Parlement. Alors, ce que j'ai fait en 2 mots, c'est de lancer, ça a été une des premières fois qu'on a débattu de ce sujet de façon approfondie, de lancer l'idée
par un postulat. Donc concrètement, c'est un instrument parlementaire qui demande au gouvernement d'étudier un thème et de rendre rapport au Parlement. Pour que le Parlement lui adresse cette demande, il faut un vote du Parlement à la majorité. La demande consistait donc à étudier les alternatives, à dire il faut cesser de considérer le PIB comme la mesure de toute chose, donc on doit élargir la réflexion, le taux-neutre, dont on parlera certainement plus tard, d'autres indicateurs potentiels, le bonheur national brut, qui prendrait la forme d'un bonheur cantonal brut pour l'occasion. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est de vous dire encore en 2 mots que forcément, quand on s'attache à détricoter des croyances ou un paradigme qui a la vie dure, eh bien on se heurte à des résistances. Le gouvernement, par la voix de son ancien ministre des Finances PLR, donc du bord droite de l'échiquier politique, a très fortement combattu la démarche de façon assez paradoxale, assez ironique, en mettant en avant les faiblesses des autres indicateurs, mais aussi donc des autres indicateurs alternatifs, mais en reconnaissant aussi les faiblesses du PIB. Et puis, il y a là une espèce d'absurdité intellectuelle qui consiste à dire, oui, certes, le PIB n'est pas parfait, mais vous voyez, tous les autres indicateurs qu'on pourrait envisager, eux aussi ne sont pas parfaits. Donc, mieux vaut en rester au statu quo, finalement, quitte à être imparfait, autant l'être avec les outils existants que l'on connaît. Il y a une très forte réticence au changement et puis un discours du point de vue intellectuel, évidemment, qui n'est pas satisfaisant. Ce qui était quand même intéressant, c'est qu'avec le vote positif du Parlement, ça a forcé le gouvernement à tout de même faire une étude qui a pris la forme d'un rapport qui n'est pas décoiffant, mais qui contient quand même certaines affirmations intéressantes. L'idée que le gouvernement va étudier la mise en place d'autres indicateurs complémentaires, que certains indicateurs de durabilité seront utilisés, qui existent déjà dans les politiques publiques cantonales, seront utilisés de façon un peu plus marquée, de façon plus présente à l'avenir. Et puis, ça a aussi permis de pousser certains projets, c'est un sujet à part entière, mais certains projets qui vont dans cet esprit-là, typiquement de revenus de transition écologique. Donc, l'idée de dire on veut découpler la pure croissance économique de l'apport sociétal d'un certain nombre d'activités, et notamment par le biais du revenu de transition écologique, qui est donc une variante un peu différente du revenu de base inconditionnel. J'imagine que c'est un thème que vous avez déjà entendu. Voilà, je rappelle juste en passant, puisque maintenant j'ai une casquette de parlementaire fédéral, que la Confédération est aussi en train de travailler sur des indicateurs alternatifs. Le système d'indicateurs est assez intéressant. Il y a plus de 40 indicateurs, c'est une espèce de grille d'indicateurs alternatifs avec l'idée de travailler sur les 4 capitaux économiques, sociaux, culturels et naturels pour fonder les politiques publiques au niveau national. Le système est encore très peu connu et il est encore très peu utilisé dans le remède à la décision. Donc ça, c'est aussi les limites à un système quand le gouvernement, en l'occurrence, ne veut pas s'en servir ou ne connaît pas l'outil. En quelque sorte, ça reste d'être mort, si bien que c'est évidemment très intéressant du point de vue théorique, mais ensuite, il y a toute la phase de mise en œuvre et de concrétisation qui manque. Je vous redonne la parole. Voilà, effectivement, merci. Affaire à suivre. Donc, on voit, à Genève aussi, on a le cercle d'indicateurs qui mesure une trentaine d'indicateurs dans les domaines que la santé, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la pollution de l'air, cohésion sociale. Mais effectivement, c'est souvent utilisé en parallèle à la mesure du PIB est souvent méconnue. Donc, je pense qu'il y a un travail de communication à faire, peut-être quelque chose pour nous, membres d'après, à apporter pour la suite. Mesurer d'autres indicateurs, c'est possible, et Barbara Tracht nous dira plus dans un petit moment sur le travail de Bruxelles pour rassembler ces indicateurs dans une seule image. Juste avant de vous donner la parole, penchons-nous un peu sur le détail de la mesure d'un indicateur, celui de l'empreinte carbone des collectivités. Merci Caroline. Oui, moi ce soir, je vais vous parler d'un indicateur qu'on a justement envie de préciser à la différence du PIB qui lui est déjà très très bien défini. Parce qu'en effet, comment peut-on améliorer ce qu'on ne sait pas mesurer? Aujourd'hui, le changement climatique est une des 9 limites planétaires et on sait que ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine qui en sont principalement responsables. Et pourtant, aujourd'hui,
on n'arrive pas à mesurer correctement ces émissions. On entend régulièrement parler, que ce soit les gouvernements ou les collectivités locales, de plans d'action qui sont mis en œuvre, et pourtant on n'a pas vraiment la possibilité de savoir quel est le résultat de ces mêmes plans. Alors certes, en 2009, les bilans carbone ont été lancés en France, mais comment comprendre qu'encore aujourd'hui, dans ces bilans, on double certains postes entre les collectivités et les individus? Comment comprendre que certains postes sont complètement oubliés de ces bilans carbone? Que penser du fait qu'en France, par exemple, en 2021, moins de 1% des collectivités ont fait un bilan carbone? Comment ne pas être sceptique aussi quant à l'opacité de ces bilans qui sont publiés, les facteurs d'émission étant que très rarement divulgués pour le calcul de ces bilans carbone? Comment peut-on attendre plusieurs années pour faire une mise à jour de son bilan carbone et ainsi ne pas être en mesure de pouvoir ajuster ces éventuels plans de transition qui auraient pu être un échec éventuellement? Que dire des changements de méthodologie? Parfois, entre deux bilans, entre 4 et 5 ans, la méthodologie n'est pas forcément la même, et on se retrouve avec des bilans carbone qui ne sont pas forcément comparables les uns les autres. Et surtout, comment les rendre accessibles financièrement à toutes les collectivités, de la plus petite à la plus conséquente. Donc, place à une méthode basée sur la comptabilité financière, place à une méthode basée sur des technologies open source qui divulgueront les algorithmes pour calculer ces empreintes carbone, place à des données qui sont publiées en open data par les gouvernements et les collectivités, place à une méthode fiable aux principes comptables qui sera, comme toutes les comptabilités, vérifiable, auditable et contrôlable. Place à une méthode applicable à toutes les collectivités du monde entier avec les mêmes paramètres de facteurs d'émission qui seront utilisés. Place à une méthode accessible et efficace qui autorisera des mises à jour quotidiennes et un calcul qui passe à l'échelle. Je vous présente donc MyCityCO2, la première application de compte carbone pour les collectivités, développée en open source par OpenNet. Fin juin, nous pourrons mettre en ligne les résultats des empreintes carbone des 35 000 communes françaises. Et l'objectif, fin septembre, c'est de faire pareil en Suisse. Bon, ça sera peut-être que le canton de Genève et le canton de Vaud, parce qu'on a un peu de difficulté à avoir des données open data standardisées, mais on fouille et on en a trouvé. Donc on fera ce qu'on peut pour publier quelque chose fin septembre avec les communes suisses. Donc vous avez compris, MyCityCO2 propose un indicateur dont on espère qu'il aura le même succès que le PIB, qui soit pertinent, mesurable, clair, objectif, sensible et cohérent. Ça a vocation à devenir un outil d'évaluation des politiques publiques. Et il devrait aussi nous permettre de suivre l'accord de Paris qui a été pris en 2016. Cet accord selon lequel, par exemple, en France, on doit devenir neutre en 2050 et avoir réduit nos émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. Donc il faut maintenant le déployer à grande échelle. Et pour ce faire, nous avons besoin de vous, de contributeurs. Ce projet est un projet open source. Donc si vous avez un quelconque intérêt, vous êtes les bienvenus. Merci. On appelle à une mise à contribution directe. Il y a une autre mise à contribution, vu qu'on a commencé en retard, on risque d'avoir peu de temps pour les questions et discussions. On vous invite, si vous avez déjà des questions, des observations, des remarques, vous pouvez les noter sur les post-it
qu'a Antonin qui peut vous faire circuler. Vous pouvez noter vos questions, comme ça on peut les prendre plus rapidement et espérons avoir quand même un moment de discussion ou de réponse aux questions à la fin. Il faut qu'ils me reviennent d'une manière ou d'une autre. Écrivez sur la feuille et donnez à Antonin. Donc maintenant, je suis ravie que Barbara Trapp ait pu se joindre à nous. J'étais moi-même à Bruxelles il y a une quinzaine de jours et j'ai eu la chance de la rencontrer et son équipe qui fait le travail de fond pour développer cette image intégrée de différents indicateurs. Peut-être un modèle à suivre pour nous. On se réjouit que vous nous en parlez. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais donc, je suis en effet secrétaire d'État de la région de Bruxelles-Capitale en charge de la transition économique. Ça veut aussi dire, en plus simple, qu'en fait aussi la ministre de l'économie bruxelloise. La Belgique est un État fédéral et Bruxelles est une ville-région capitale. Et les régions en Belgique disposent de compétences exactes, des compétences économiques, des compétences de développement économique, donc des compétences incitatives. Voilà, on a des compétences pour financer les entreprises, pour les accompagner et aussi pour les héberger, les inviter à s'installer sur notre territoire. J'ai décidé de prendre ce type de transition économique parce que depuis le départ en 2019, je voulais indiquer et à mes administrations et au monde économique bruxellois qu'on allait réformer les outils économiques régionaux pour aligner nos objectifs économiques sur nos objectifs sociaux et environnementaux. Alors Bruxelles, c'est une... vous voyez, on a la présentation de Marie. Là, vous devriez voir la réunion. Je me permets, désolé, du coup, je suis en partage d'écran, ça ne fonctionne pas, vous ne voyez pas le diaporama. On voit juste le premier slide. Ok, pourtant j'ai bien lancé ça. Pardon. J'essaie d'en sortir et puis... Pour l'instant, j'ai pas vraiment. Voilà. Je vous en profite pour continuer. Mais donc Bruxelles est une ville-région qui est assez dense, qui a 1,2 million d'habitants. C'est une assez petite région en réalité, une assez petite ville, mais très dense, avec très peu de surface qui n'est pas dédiée au logement ou à... Super, merci Marie, maintenant on voit. Très peu de zones qui ne sont pas occupées, soit par du logement, un tout petit peu par l'activité économique, et puis un tout petit peu aussi quand même par des parcs. Ça signifie qu'on importe quasiment tout ce qu'on consomme à Bruxelles. Il y a eu des études par le passé sur notre métabolisme urbain qui ont bien démontré que quasiment tout ce qui est consommé à Bruxelles est importé de l'extérieur de la région. C'est une ville qui est assez riche, si on prend les indicateurs économiques traditionnels dont vous venez de parler il y a un instant, donc le produit intérieur brut. Ville de services essentiellement, comme vous voyez, je vous disais il y a un instant, mais avec un paradoxe, c'est que cette richesse est mal répartie et mal partagée au sein de la population, puisqu'il y a entre un quart et un tiers de personnes qui vivent à Bruxelles en dessous du seuil de pauvreté. Notre idée, en arrivant en 2019, donc avec cette idée de prendre les compétences économiques et donc de mettre en œuvre ces politiques de transition économique, c'était d'assumer notre pleine responsabilité, la pleine responsabilité de l'impact social et environnemental du mode de vie à Bruxelles, en Belgique, mais en Suisse ça doit être à peu près pareil. Vous savez que le jour du dépassement a lieu en mars. Donc au mois de mars, on a déjà dépassé ce que la Terre est capable de produire en un an. Mais donc, on a fort heureusement depuis longtemps des politiques sociales et environnementales sur notre territoire très intéressantes, mais avec les politiques économiques, puisque nous importons quasiment tout ce que nous consommons, on peut commencer aussi à tenir compte et avoir un impact sur en fait, les effets de notre mode de vie à l'extérieur du territoire, les effets tant sociaux qu'environnementaux. Ça, c'était l'idée de base lorsqu'on a rédigé l'accord de majorité en 2019 et qu'on a décidé de prendre ces compétences économiques. Alors il y avait beaucoup à faire puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les indicateurs existants des politiques économiques bruxelloises, c'était essentiellement les indicateurs traditionnels
et essentiellement le produit intérieur brut, pas beaucoup d'autres, un petit peu en matière de logement, par-ci par-là, sur certains sujets aussi, en matière environnementale, mais pas du tout de manière transversale. Et donc il nous fallait convaincre, expliquer, trouver de nouveaux indicateurs, et très vite la théorie du donut nous est apparue comme une évidence. Moi, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails ici, mais donc l'idée de la théorie du donut, que vous voyez devant vous, le donut, sont deux cercles concentriques qui représentent le cercle extérieur, le plafond environnemental, donc les limites planétaires qui ne peuvent pas être dépassées, et vous trouvez bien entendu parmi ces limites planétaires les changements climatiques, vous voyez tout en haut, mais pas seulement. Il y a aussi la question de la biodiversité, bien entendu, de la pollution de l'air, de la pollution chimique, notamment, il y en a d'autres, ce sont les limites environnementales classiques. L'originalité du donut, c'est de lier à cela également, dans le même schéma, un plancher social qui est le cercle intérieur du donut, vous voyez, en vert foncé. Donc, il est constitué en réalité de 12 besoins de base qui doivent être rencontrés pour chacune et chacun, pour permettre à chacune et chacun d'avoir une vie conforme à la dignité humaine. Vous trouverez là des questions comme bien sûr l'accès à une nourriture décente, à un niveau de base aussi en matière de santé, l'accès à l'enseignement, l'égalité de genre, le logement, donc une série de besoins fondamentaux de base pour garantir à chacun la dignité humaine. Entre les deux limites du donut, donc le cercle intérieur et le cercle extérieur, vous avez un espace sûr et juste pour l'humanité, et c'est dans ce cadre que l'économie doit s'inscrire. Elle doit à la fois garantir les droits sociaux fondamentaux de chacune et de chacun, tout en respectant les limites de la planète. L'originalité ou l'intérêt de la théorie du donut, c'est de mettre en musique une série d'indicateurs, des indicateurs sociaux et des indicateurs environnementaux, les mettre tous en musique à travers ce double cercle concentrique avec le donut, et de les consolider les uns avec les autres, donc de ne pas d'avoir une seule boussole, un seul tableau de bord, et pas d'avoir une série d'indicateurs et de voir monter et descendre sans voir les relations que les uns peuvent avoir avec les autres. Cette théorie, elle date de quelques années avant 2019, un moment où on est arrivé au pouvoir. Keith Raworth, l'auteur de la théorie, commençait à la mettre en œuvre au niveau de pays et puis au niveau de régions. Alors on a constitué un consortium pour nous aider à mettre en œuvre cette théorie au niveau régional. On a d'abord bien entendu fait appel aux équipes de Keith Raworth, la chercheuse britannique, et on a rassemblé également à sa demande non seulement des chercheurs, surtout des chercheuses bruxelloises de l'ICHEC, donc d'une école de management, des chercheuses également qui font des recherches d'action participative depuis très longtemps sur le territoire de notre région, et puis bien entendu nos administrations, très important d'impliquer les administrations, si vous voulez avoir de l'impact et avoir un impact à long terme. Et ce travail, qui a commencé donc déjà dès 2020, au moment en fait, du début de la pandémie, on a travaillé pendant cette période-là, a abouti à notre donut bruxellois, qu'on a effectivement présenté il y a 2 semaines. C'est une deuxième version de notre donut. Celui-ci, on avait déjà une version antérieure qui était plus rudimentaire. Celle-ci qui est un petit peu plus élaborée, comme vous voyez. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de chacun des indicateurs, mais ça vous donne une idée de ce à quoi on a pu aboutir. Ce qui est important, je pense, de retenir ces 3 choses de notre expérience. La première, c'est que, comme j'ai dit, le donut qui permet d'intégrer, de mettre en musique différents indicateurs, tant sociaux et environnementaux, sur notre territoire et en dehors de notre territoire. Et donc d'assumer la pleine responsabilité d'un mode de vie. Cette image qui est en fait relativement simple, elle est partageable. Elle est facilement partageable avec les administrations. Comme je dis à l'instant, c'est important d'amener avec soi ceux et celles qui mettent au quotidien en œuvre les politiques publiques, de leur faire comprendre les objectifs qu'on poursuit et pourquoi on les poursuit. Voilà, donc ça permet de leur expliquer cela. Le fait d'avoir réfléchi avec eux au portrait de notre bruxellois, ça les a permis
de comprendre ce qu'on essayait de faire. On l'a aussi partagé avec les entreprises, avec le monde économique bruxellois. On n'avait pas seulement l'ambition ou l'objectif de modifier nos politiques économiques, on veut qu'eux se transforment. Donc ce modèle du donut nous permet de le leur expliquer. Et puis d'amener aussi des citoyennes et des citoyens à réfléchir avec nous. Ça, c'était une première chose. Donc, partager ces différents indicateurs, compléter les indicateurs traditionnels par d'autres et par des indicateurs qui nous indiquent réellement quel est notre impact en termes de bien-être, en termes environnemental. Deuxièmement, d'avoir des constats, d'aboutir à des constats, d'avoir un donut bruxellois, de voir là où on est bon, là où on est moins bon. Dans ces dernières versions du donut, on a même une dynamique, c'est-à-dire que c'est des constats mais qui peuvent évoluer. Et troisièmement, et c'est ça évidemment qui est le plus important pour moi, puisque effectivement dans un exécutif, notre but c'est de changer les choses, c'est que cette expérience du partage de donut bruxellois nous a permis de rédiger notre stratégie de transition économique, qu'on a appelée en tout bon français Shifting Economy. Ça c'est notre stratégie qui aligne les instruments économiques régionaux sur nos objectifs sociaux et environnementaux. En très résumé, ce que nous disons, ce que nous postulons, c'est qu'en 2030, l'ensemble des outils économiques régionaux, des financements, de l'accompagnement et de l'hébergement sur notre territoire, qui relève de la région, ne seront plus accessibles qu'à des entreprises exemplaires sur le plan social et environnemental, avec donc entre aujourd'hui et 2030 une période de transition où on aide les entreprises à se transformer. Et bien sûr, on s'est inspiré évidemment de notre expérience de la théorie du donut, du fait que nous avions partagé avec les entreprises, de comment on définit, pour définir qu'est-ce qu'une entreprise exemplaire. On s'est évidemment basé sur ce travail de la théorie du donut, sur l'application de la théorie du donut à notre territoire. Et donc on est en train aujourd'hui de réécrire notre stratégie de financement des entreprises pour en faire une stratégie de financement à impact. Nos primes, les instruments économiques de financement direct des entreprises, tant en matière de développement économique qu'en matière de recherche et de développement, en les restreignant en fait, en les ouvrant plus qu'à des entreprises exemplaires sur le plan social et environnemental, donc de les stimuler à changer, que les entreprises changent en fait leur manière de travailler. L'accompagnement des entreprises, très très important, surtout dans un milieu, dans un écosystème économique qui est constitué quasi exclusivement de petites et moyennes entreprises, on doit les aider à se transformer. Et puis on essaye d'attirer évidemment à Bruxelles davantage d'activités productives, puisqu'on doit absolument réduire la distance entre la production et la consommation, ce qui par ailleurs crée des emplois aussi, des emplois diversifiés sur notre territoire. Ça, c'est en gros, en très très résumé, notre stratégie de transition économique, qui est donc le résultat ou le fruit de cette réflexion autour du donut. Donc en quelques mots, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin, vous verrez sur notre site Bruxelles Donut les enseignements de notre expérience, avec à la fois des enseignements applicables à une stratégie économique, applicable à une entreprise elle-même, donc une entreprise elle-même trouvera dans ses carnets, si elle le souhaite, des outils qui lui permettent d'examiner dans quelle mesure son activité respecte ou pas les limites planétaires et les droits fondamentaux, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur, notamment par exemple par rapport à nos fournisseurs ou les matières premières. Il y a aussi des instruments qui permettent d'appliquer la théorie du donut avec des citoyennes et des citoyens, notamment en examinant des liens de consommation courante, comme par exemple, ça va vous parler, le chocolat. Je ne rentre pas dans la discussion de savoir si ou le chocolat, par exemple. Et puis sur le site de Shifting Economy, si ça vous intéresse, vous trouverez la mise en œuvre de ces principes dans une stratégie de transition économique. Merci de votre attention.
Merci à vous pour votre présentation. J'espère que ça nous laissera des pistes et des possibilités d'action pour nous à Genève en allant de l'avant. À Genève, en fait, peut-être le travail le plus abouti dans cette direction-là s'articule s'articule autour du donut, s'articule autour du concept du bonheur national brut, qui, je pense, ressemble en beaucoup de points au donut, mais exprimé avec d'autres images. Edith Favoreux, la parole est à vous pour nous présenter l'idée. Bonsoir à tous et toutes. Donc, on va parler un petit peu du bonheur national brut. Alors, la chose la plus avancée à Genève, c'est un niveau très très optimiste parce que ça reste encore une toute petite réflexion. Alors, certes, on a un CAS, donc un diplôme au niveau de la Haute École de gestion qui s'appelle Bonheur dans les organisations. On a pris le modèle du bonheur national brut comme un exemple de levier de transformation sociétale, mais on est encore assez avancé que ça. Alors oui, effectivement, il y a eu, de la même manière que dans le canton de Vaud, un mouvement de plusieurs acteurs et actrices politiques qui ont essayé de déposer une proposition pour inclure l'indice du bonheur cantonal brut dans la Constitution genevoise. On est encore loin de ce type de démarche. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu le modèle et vous allez voir qu'effectivement il s'articule avec le donut. Est-ce qu'on peut changer s'il vous plaît? Je suis désolée, du coup je vais vous poser. Alors, peut-être Caroline disait on commence par une histoire. Donc ça c'est l'histoire du 4e roi du Bhoutan, puisque c'est un concept qui est né au Bhoutan. On est dans les années 70, il devient roi alors qu'il n'a que 17 ans. Il est pris de haut par les journalistes, notamment indiens, qui lui disent comment vous allez pouvoir développer votre pays vu l'état de votre PIB. Et c'est là qu'il a dit ce qui m'intéresse, c'est l'état de produit national brut, mais c'est bien le bonheur national brut. Et né un terme, mais on est encore loin dans le concept avec tout un dispositif, des index, etc. Il faudra attendre près de 30 ans pour avoir quelque chose de développé, qui a été développé avec énormément d'économistes du monde entier, beaucoup d'équipes canadiennes, mais des économistes qui viennent un peu partout. Et en fait, dans le bonheur national brut, ce n'est pas qu'un indicateur. Et c'est ça qui est aussi un changement de paradigme. Ça part de l'idée que c'est une direction, donc on pose une vision, que le développement doit servir un but et que ce but c'est le bonheur. Ensuite, oui, il faut une mesure des avancées avec un index qui soit multidimensionnel et qui intègre d'autres indicateurs, je vous le présenterai tout à l'heure. Mais c'est aussi un référent pour la prise de décision. Ça ne sert à rien seulement de mesurer les avancées, mais comment on peut se poser des critères pour nous aider à la prise de décision qui puissent justement servir ce but, cette vision. Et puis, c'est un chemin de transformation individuelle et collective. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que les systèmes ne sont pas hors sol, ils sont le reflet de conscience collective, de comportement à un moment donné, et que si on veut un vrai changement de paradigme, c'est aussi un changement de conscience, de comportement individuel et collectif, et que ça s'accompagne en tant que politique publique. Donc quand on parle de bonheur, on ne parle pas du plaisir que vous pouvez avoir quand vous buvez un verre de vin ou quand, je ne sais pas, vous prenez votre rôle. On parle plutôt de la notion d'hédémonisme, donc c'est une distinction qui a été faite dans la philosophie de la longévité, où finalement, dans l'idée de l'hédémonisme, on n'exclut pas le plaisir, mais on s'attache à quelque chose de plus profond qui est en lien aussi avec notre être véritable, d'où le démon. Donc en fait, dans la conception du bonheur national brut, c'est comment on vit en harmonie finalement avec soi, avec les autres, avec le vivant, la planète, l'environnement, avec l'idée de bien commun, et comment on peut développer son plein potentiel pour continuer à cultiver cette harmonie avec soi et les autres de bien commun de la nature. Donc dans ce paradigme-là, en fait, c'est pas la planète ou les hommes et les femmes qui sont au service de l'économie, mais c'est l'économie qui est au service de la société dans ses limites planétaires. Donc dans ce changement de paradigme, on déconstruit l'idée des 3 cercles du développement durable, mais on a l'impression que finalement, dans l'économie est aussi important que la société et l'environnement, donc on place les choses dans un autre postulat. S'il vous plaît, vous pouvez changer, merci. Donc, si on regarde, c'est bien un modèle
pour un changement de paradigme, comme je le disais, c'est d'abord une vision, le développement sert un but. Je rappelle que la définition du développement, c'est pas l'idée de croître, c'est de déplier ce qui est enrôlé sur soi. C'est ça l'étymologie du développement. Donc de déplier ce qui est enrôlé sur soi et donc du coup de pouvoir être dans ce plein potentiel. Donc c'est une vision, c'est un sorte de transformation individuelle, collective, mouvement de conscience, comme on veut bien l'appeler. C'est oui un index, mais c'est aussi un outil de pilotage, et puis ensuite c'est de pouvoir aligner ce tout. Il ne s'agit pas juste d'avoir un index qui nous dit alors vous allez mourir à un moment donné, c'est de pouvoir aussi avoir dans tout un fil conducteur autour du modèle. Si vous pouvez changer, et dans les limites planétaires. Voilà. Donc, normalement, la présentation était dynamique, donc je vous ai vu d'abord les limites planétaires, et c'est en ça que c'est très proche du développement aussi. Donc ce modèle il s'articule autour de 4 piliers. Développement économique, social, durable et équitable, oui, préservation et régénération environnementale, l'idée de bonne gouvernance et la promotion de la résilience de la diversité culturelle. Et là, on est beaucoup sur finalement tous les aspects de la culture, que ce soit ce qui est artistique, scientifique, etc., mais aussi ce qui constitue le socle des valeurs. Et donc, ce modèle s'articule autour de 9 domaines. Donc, si vous pouvez changer, s'il vous plaît, merci. Et ces 9 domaines, ce sont ceux que vous voyez, ces bulles, et peut-être 2-3 choses autour de ces 9 domaines. Dans l'index en fait, du bonheur national brut bhoutanais, ces 9 domaines regroupent 33 indicateurs, 124 variables. Le PIB est un des 33 indicateurs. Le PIB est un indicateur de la bulle, de la dimension condition matérielle. Mais c'est qu'un indicateur parmi 33, et donc c'est l'idée qu'en fait on agrège des choses qui existent déjà. On pourrait tout à fait agréger un indicateur d'empreinte carbone au niveau de la résilience environnementale écologique. En fait, l'idée de ce modèle est qu'il soit contextualisé. La proposition, c'est que ces 9 domaines soient quelque part internationaux. Par contre, les critères, les indicateurs à l'intérieur des domaines, que ça puisse être co-construit en fonction des réalités locales, territoriales ou organisationnelles, parce qu'on travaille beaucoup dans les organisations. Dans cette idée de co-construction, c'est aussi une idée d'appropriation et c'est une idée de réflexion autour des seuils de suffisance, et c'est là aussi notre résonance avec le net économique. C'est que pour chacun des indicateurs, dans chacun des domaines, on va se demander combien est assez. Et ça, pour moi, c'est, je pense, la chose la plus intéressante de ce modèle, puisque finalement, il existe beaucoup d'autres indicateurs multiples, au niveau de l'OCDE, etc., indicateurs de bien-être. Mais là, on se pose systématiquement la question de combien est assez pour partir du principe que si on vise le plus dans chacun des domaines, c'est comme l'élastique, ça casse. C'est pas possible d'avoir dans un collectif le plus de temps disponible pour faire ce qu'on aime faire et en même temps le plus de participation citoyenne et en même temps le plus de moments avec sa famille, etc. Donc ça ne marche pas. Donc l'idée est de se demander quel est le seuil plancher pour chacun des critères, des indicateurs qu'on choisit, en deçà duquel on met en danger, on fait craindre pour la sécurité, et là on reprend les éléments du donut. Mais quel est aussi le seuil un peu plafond au-delà duquel, en fait, on est en train d'altérer d'autres domaines, on est en train d'altérer d'autres critères. Donc c'est vraiment un système assez holistique, assez systémique, qui requiert des éléments, des indicateurs tant objectifs et subjectifs. Pour vous montrer juste dans l'exemple bhoutanais, dans tous les domaines, il y a des indicateurs objectifs et subjectifs, sauf dans le domaine du bien-être, que des indicateurs subjectifs. Et je finis peut-être par ça, c'est un travail qu'on a fait avec plusieurs représentants politiques et du monde citoyen, essentiellement vaudois, donc je veux quelques jeunes voix, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. On a essayé de se dire, mais tiens, si on voulait regarder en fait les initiatives populaires, ou voir les lois à l'aune des 9 domaines, comment on pourrait les apprécier. Donc là, on est plus dans l'outil d'aide à la décision. Et puis, on s'est demandé dans chacun des domaines, une bonne loi, ou une bonne initiative, qu'est-ce qu'elle devrait viser
dans chacun des domaines, soit diminuer, soit favoriser, pour qu'on ait en fait un système qui soit assez cohérent pour l'avenir. Donc, juste pour terminer, au niveau de Genève, il va y avoir des réflexions qui vont être reconduites cet automne, notamment au niveau du département du territoire, en lien aussi avec des réflexions qui se font au niveau de la ville de Lyon, puisque la ville de Lyon est en train de réfléchir pour intégrer le donut et le concept du bonheur national brut. Donc, c'est maintenant qu'il faut aussi commencer à réfléchir pour pouvoir contribuer activement. Merci. Super, merci beaucoup pour non seulement les explications, la présentation très concrète, mais aussi l'indication du temps, des délais, un peu des timings, des processus en cours. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que, et ça rejoint une des questions qui a été reçue, c'est comment choisir les indicateurs en fait et comment les prioriser. Ce qu'on voit dans l'approche du donut et de bonheur national brut, c'est cette idée quelque part de co-création des indicateurs. Et ça c'est déjà présent à Genève, par exemple, avec le cercle d'indicateurs qui existe au niveau suisse. Il y a, je crois, 19 cantons qui participent. Il y a tout un tas d'indicateurs, mais Genève ne les mesure pas tous, parce qu'ils ne sont pas tous pertinents pour Genève. Donc on sait, on a déjà les débuts, l'embryon d'un travail qui pourrait être mené plus loin et peut-être plus intégré au processus de prise de décision économique, soit de la ville, soit du canton. Donc, ce qui est aussi intéressant, et je pense que c'est de dire que et le donut et le bonheur national brut, et ce dont on a parlé à la fin de l'Assemblée générale, la notion qu'on trouve souvent dans les pays alémaniques, l'économie du bien commun, le GBO, c'est des choses qui peuvent s'appliquer et au niveau d'une entreprise, ou au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une collectivité. Donc ça, c'est intéressant comme réflexion. Et puis, une autre chose que je pense qui est super intéressant, important de préciser, c'est que quand on présente des indicateurs, Madame Treff, vous avez présenté votre donut avec les différents indicateurs, avec, je ne sais plus combien ils sont, peut-être une trentaine. Vous avez parlé de 33, le cercle d'indicateurs, c'est aussi 30. On a l'impression que c'est un contraste, une comparaison défavorable au PIB qui est un seul chiffre, mais en fait, toute la machinerie derrière, toutes les formules qui vont, toutes les règles, ça s'appelle les systèmes de comptes nationaux, qui informent, qui produisent ce chiffre magique du PIB, c'est aussi extrêmement complexe. Donc ça, je pense que c'est important de le tenir à l'esprit parce que c'est souvent la première réponse. C'est dire, ah ouais, mais ce truc, le bonheur national brut, 33 indicateurs, beaucoup trop compliqué, le PIB, c'en est un seul. Mais en fait, ce chiffre du PIB est le produit de tout un tas de chiffres. Vous pouvez aller voir sur le site, par exemple, des Nations Unies ou de la Banque mondiale. Si vous avez du temps, il y a des centaines et des centaines de pages qui sont remis à jour régulièrement. Donc c'est pas tout simple non plus. Je pense que c'est important de le rappeler. Je pense qu'il faut rendre hommage à Simon Kuznets quand même, dans ce qu'il a réussi à inventer et que malgré lui peut-être, ou malgré ses mises en garde, son idée a eu tellement de succès. Faut dire que c'était un économiste statisticien, donc en méthode quantitative. Ça aussi, les deux présentations précédentes ont montré que en fait, ce qu'on a envie, c'est d'introduire un peu plus de qualité, de mesures qualitatives, de processus, plutôt qu'un chiffre final. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans les modes des économies. En ce moment, je dirais que c'est plutôt les quantitatifs qui dominent. Moi-même, je travaille pour un réseau d'universitaires féministes où c'est vraiment un des points clés, c'est la question des méthodes, que les méthodes doivent être plus qualitatives. Donc ça, c'est un travail à long cours, je pense, mais ça vaut la peine de le mentionner. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou j'aimerais redonner la parole aux intervenants pour répondre à l'un ou l'autre point qui a été soulevé? Je dois avouer qu'à titre personnel, je suis intéressée à entendre votre réaction sur dans quelle mesure vous imaginez que c'est faisable d'appliquer ces concepts, mais peut-être que quelqu'un d'autre, y compris à l'écran, a des réactions. Personne. Bon, une autre question qui est arrivée entre-temps. Quels impacts... Oui. Alors. Rappelez-moi la question peut-être.
au niveau des nouveaux indicateurs et de... Pardon. Quelle était la question? Moi j'étais curieuse de savoir. Pour vous, qui êtes le délégué à l'économie de la ville de Genève, donc un nouveau poste, s'il me semble bien, comment vous imaginez que ces indicateurs, ces nouveaux indicateurs, ces nouvelles méthodes peuvent être appliquées, peuvent être d'une part développées et ensuite appliquées dans la pratique? Bon, c'est une question qui couvre la réponse va être beaucoup plus longue et beaucoup plus floue, je dirais. Le fait d'avoir des indicateurs qui sont très bons et complexes, je pense qu'on y arrive, on a des gens compétents et aujourd'hui on a vraiment toutes les variables dont on a besoin. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas. La question, à un moment donné, quelque part, ça va être d'une part de standardiser un indicateur de façon à ce qu'on se mette tous d'accord, pas juste à Genève, pas juste en Suisse romande, mais dans le monde entier, sur une méthode. Parce que je pense que dans beaucoup de villes dans le monde, on a ce genre de discussion et c'est très bien et c'est qu'il faut avoir. Il faut avancer, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un indicateur qui s'impose pour qu'on puisse commencer à se comparer entre pays et vraiment de mettre en œuvre des politiques, parce que finalement, c'est très bien d'avoir des... c'est un passage obligé d'avoir des indicateurs, mais ce qui compte vraiment, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre en œuvre les politiques publiques et prendre des décisions au niveau des banques centrales notamment, mais pas que, pour faire bouger ces indicateurs. C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais là vraiment je parle sans filet, je ne suis pas sûr qu'on sache le faire. On sait le faire pour le PIB, encore que, mais parce qu'on a du mal à prévoir des récessions et tu sais qu'on essaye, on se plante à peu près à chaque fois, mais on arrive quand même à améliorer les taux de chômage, on arrive quand même à faire redémarrer des économies en jouant sur différents nombres de politiques monétaires souvent. Au niveau des banques centrales, notamment les questions des taux d'intérêt, on arrive à juguler l'inflation et ainsi de suite, et arriver sur un PIB une croissance qui nous convient. Comment est-ce qu'on va faire maintenant au niveau des banques centrales dans le public pour... alors, je n'ai pas les indicateurs sous les yeux ici, Eldonat et autres, mais qui va et comment est-ce qu'on va prendre des décisions pour aller justement vers une amélioration, parce que c'est ça à la fin des fins la vraie question, et qui va le faire? Et ça va être... Pour moi, c'est là où on aura un début de réponse. Est-ce que c'est la banque centrale avec ses instruments qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que ça va être d'autres acteurs de l'économie qui vont justement avoir peut-être plus droit au chapitre et pouvoir se prononcer, ce qui serait intéressant par ailleurs. Voilà, plus de questions que de réponses. Super intéressant comme réflexion. En tout cas, moi j'aimerais passer la parole. On a 2 dernières questions avant de clore la soirée. Donc je propose de poser les questions d'abord. Est-ce que vous voulez le micro pour... Oui, enfin, j'ai une voix qui porte, donc je crois que ça va servir dans ça. C'est un simple. Voilà, merci. C'est une question peut-être un petit peu compliquée, mais je vais être claire en la formulant, je crois qu'elle est importante. Je me suis toujours posé la question de savoir, en fait, on critique effectivement le PIB, et fort heureusement, donc on essaie de trouver des indicateurs alternatifs. On ne se questionne jamais, par contre, sur la territorialité ou la territorialisation de tous ces indicateurs. Et on dit simplement, on sait que l'Europe ou que les pays riches sont externalisés, je n'ai pas le bon terme, de déprédation écologique. Hein. Tout d'un coup, en vous entendant, et c'est pas du tout pour pointer le doigt à Bruxelles, mais tout d'un coup, ça m'est revenu à l'esprit, parce que fait qu'on invite à Bruxelles, et chaque ville, chaque région voudra le faire, des entreprises qui, justement, travaillent dans le bon sens. Puis, dans quelle mesure cette territorialisation ne pourrait pas renforcer, justement, cette externalisation des, comment on appelle ça, des déprédations, des... Voilà, les externalités. Merci beaucoup pour votre formule de la question. Puis après, vous voulez lire l'autre question sur les cases? Je pense qu'elle vous est destinée. Posez-la et répondez-y. Et après, on va ouvrir la parole pour un dernier tour de table pour répondre à vos observations. En 2 mots, sachant que la personne qui a posé la question. Donc, la question, c'est quels impacts tangibles vous citez d'une personne diplômée du CAS Bonheur dans les organisations qui l'applique en entreprise? Alors, c'est une question qui mériterait une longue réponse, mais juste quelque chose
parce qu'on a beaucoup d'alumni, on a maintenant 71 personnes, on en a 16 encore aujourd'hui. On a des entreprises qui nous envoient plusieurs managers tous les ans pour avoir un levier de changement. C'est un vrai changement de paradigme, le bonheur national brut. C'est se poser la question de combien est assez. Donc, il y a plein de choses qui sont faites au niveau des équipes, il y a plein d'initiatives qui sont menées sur il y a plein de prototypes dans plusieurs organisations, mais aujourd'hui encore à Genève, on n'a pas une organisation qui a fait complètement le shift. C'est un vrai changement de culture. C'est pour ça que c'est pas qu'un indicateur. C'est ça que je voulais dire. Mais la personne a pris peu de moi pour la deuxième question, il n'y a pas de souci, je ne veux juste pas monopoliser. Merci. Je propose, vu qu'on arrive vraiment à la fin de l'heure impartie, de passer pour un dernier tour de table. Est-ce qu'on commence par Madame Tracht? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, répondre? Si je peux me permettre, pour lui, du coup, les retours de la salle, ça permet peut-être aux personnes de rebondir sur les questions, sur les post-it, notamment une question sur est-ce que tout ce qui est indirect en termes d'externalité carbone sont intégrés dans le modèle comptabilité carbone. J'ai une question pour un autre tract, sur quel est l'équilibre, comment vous gérez finalement tous ces indicateurs. Est-ce qu'il y a des pondérations, j'imagine, des choses comme ça, vous devez faire des fois des choix là-dessus. Et puis, c'est une question sur le marché public que vous abordez, c'est une question importante à Genève. Est-ce que, comment vous vous situez par rapport aux accords du FMI, aux accords internationaux, et comment vous arrivez à gérer ça ou pas au niveau de Bruxelles? Voilà, c'est des choses que j'ai pu voir que je remets dans la salle pour le dernier tour. Peut-être que je mentionne aussi, il y avait une question sur le revenu de base universel. Donc peut-être que ça, M. Marin répondra à ça, vu que votre processus dans le canton de Vaud a mené à des discussions autour du RTE. Donc voilà, Madame Tracht. Oui. Alors, ce sur quoi nous, on a voulu travailler, qui n'existait pas avant, c'est précisément sur notre impact à l'extérieur du territoire. On a fort heureusement depuis longtemps des politiques vraiment intéressantes sur des politiques environnementales à l'intérieur de notre territoire, de réduction des émissions de CO2, par exemple, ou d'amélioration de la biodiversité. Et donc c'est très bien, on doit le faire, et on a comme d'autres, comme je trouve d'ailleurs dont on a parlé aujourd'hui, des objectifs à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050 sur notre territoire. Ça, on est en marche vers cela, comme d'autres. Je pense qu'on fait ça relativement bien, on s'y est mis il y a déjà assez longtemps. Ce qu'on ne faisait pas encore, c'était c'est travailler à nos émissions indirectes, en fait, ou à nos émissions indirectes si on parle de CO2, ou à notre impact indirect, c'est-à-dire l'impact de la consommation à Bruxelles en dehors du territoire. Et quand je parle d'impact, c'est à la fois l'impact environnemental, donc comme les émissions indirectes, ou comme la pollution induite par ce qu'on consomme en termes alimentaires, par exemple, ou en matière textile, l'impact environnemental, l'impact social aussi. Quand on parle du textile, voilà, vous imaginez, à Bruxelles comme dans toutes les villes du Nord global, comment les gens s'habillent et dans quelles conditions les vêtements qu'on porte et qu'on peut acheter facilement dans quelles conditions ces vêtements sont fabriqués principalement en Asie. On veut travailler là-dessus. On veut travailler sur notre impact indirect. Et c'est pour ça qu'on a pris en dehors du territoire. C'est pour ça qu'on a pris les compétences économiques. Et c'est pour ça qu'on veut travailler avec les entreprises bruxelloises, celles qui vendent en fait à Bruxelles, qui travaillent à Bruxelles et qui vendent à Bruxelles pour réduire notre impact environnemental et augmenter notre impact social, pour avoir un meilleur impact social à l'extérieur de notre territoire aussi. Et le donut permet ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand on veut appliquer le donut à un territoire, en fait on le déroule. Et donc on doit examiner à la fois nos impacts sociaux et environnementaux sur le territoire et en dehors du territoire. C'est ça l'analyse qui est faite pour aboutir finalement au donut bruxellois ou appliquer en fait cette théorie à un territoire donné. Voilà, pour répondre peut-être et c'est ça, je dis que finalement la stratégie de transition économique, elle va amener, ce qu'on essaye de faire, pour donner peut-être uniquement l'exemple du textile ou de l'alimentaire, qui sont des biens de consommation courante, on veut amener les entreprises bruxelloises à
soit produire sur le territoire bruxellois et produire davantage sur le territoire bruxellois, enfin ça a quand même ses limites, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un territoire qui est densément peuplé. On va continuer bien entendu à importer, à amener de l'extérieur de la région des biens alimentaires ou textiles qu'on consomme tous les jours. Et on va aussi continuer, je pense, à en importer d'assez loin, et on l'espère dans des conditions, le cas échéant, dans des conditions de commerce plus équitables, pour vraiment changer la manière dont les entreprises bruxelloises travaillent et ce qu'elles proposent aux Bruxelloises et aux Bruxellois. La question de l'équilibre, on pourrait aussi en parler très longtemps. Moi, je pense que c'est important de retenir, et c'est peut-être en lien avec les questions sur le bonheur national ou intérieur brut, c'est que c'est des questions très politiques à l'intérieur du donut. Donc la question de savoir si on a suffisamment accès à la culture, à l'égalité de genre, à un revenu minimum. Toutes ces questions-là, globalement, si on prend les mêmes mesures pour lancer la planète, en Belgique, c'est bon. Je veux dire, on performe assez bien. Si on se compare au Bangladesh, justement, ou à la Chine, voilà, on a des bons niveaux sociaux, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas spécialement d'être meilleur que le Bangladesh. Ce qui nous intéresse, c'est d'être bon de cours au regard de la dignité qui est nécessaire pour vivre ici. Et donc cette question-là, elle est la question du seuil à atteindre pour garantir un minimum de dignité humaine. C'est une question politique et c'est une question qui doit être discutée avec les citoyennes et les citoyens, qui doit être déterminée avec eux, en se basant sur leur expérience, ce qu'ils attendent des politiques et puis aussi bien sûr sur la science par ailleurs, je vais le dire, mais c'est important également. Sur le plan international, ce que moi je voulais peut-être ajouter, c'est que donc moi ce qu'on met en œuvre, c'est travailler avec les entreprises bruxelloises à partir d'instruments qui sont des incitants. C'est super, ça a porté fruit. On a des entreprises qui s'installent à Bruxelles sans arrêt. J'ai été encore inaugurée aujourd'hui des nouveaux ateliers en ville. On arrive à combiner des activités économiques productives, donc qui font du bruit, qui induisent des nuisances à côté de logements. Tout ça, et il y a énormément de demandes d'entreprises pour s'installer dans ces sites, donc tout ça fonctionne très bien. Et voilà, mais ça a une limite quand même. Je dis toujours en boutade, mais je pense que c'est assez clair, que quand on pourra acheter ou vendre des t-shirts à 5 € produits par des enfants au Bangladesh, à Bruxelles, je suis en difficulté. Les entreprises bruxelloises qui respectent l'environnement et qui respectent les droits sociaux sont dans une situation de concurrence déloyale qui est injuste tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Donc moi, j'ai besoin aussi, pour augmenter notre impact, ou pour réduire notre impact environnemental et pour augmenter notre impact social, que des règles plus justes soient mises en place et que ceux et celles qui ne respectent ni l'environnement, ni la nature, ni les gens, payent le juste prix, en fait, des dégâts qu'ils et elles causent. Donc, on a besoin aussi de s'unir pour demander à des niveaux de pouvoir, parce que ça ne se fait pas évidemment au niveau régional, ça doit se faire à un niveau plus global. On a besoin aussi de travailler ensemble avec des cadres qui sont plus justes. Merci. Raphaël Main, je vous passe la parole. Peut-être que vous êtes aussi dans la commission des affaires internationales, non, des accords commerciaux. Peut-être que vous avez une réaction sur ce point ou sur les autres points aussi. Il y aurait beaucoup de réactions sur beaucoup de points. Je crois que le temps est compté, si j'ai bien compris. J'avais juste, alors qui ne me permettait pas sur ce point, mais juste envie de réagir sur la question de la comptabilité carbone et des émissions exportées ou des émissions liées à la consommation. C'était effectivement un immense sujet. En fait, un des problèmes à l'origine de tout ça, c'est que l'accord de Paris, c'est un peu un englobement. La question des émissions exportées ou des émissions qui sont basées sur la consommation, parce que toute la logique de l'accord de Paris, c'est de contraindre, et évidemment c'est une bonne chose, hein, mais c'est insuffisant parce que toute la logique, c'est de contraindre les États à présenter ce qu'on appelle leur contribution nationale, et leur contribution nationale se calcule sur leur territoire. Donc on va faire le bilan carbone classique, on regarde les transports, l'industrie, l'agriculture et puis les bâtiments,
qui sont les postes principaux d'émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment que si on tient compte des émissions exportées par la consommation de tous les biens, enfin le prêt-à-porter, les habits, l'électronique, on n'en parle même pas, alors évidemment on se rend compte de l'ampleur du problème. Donc c'est vrai que ce sera un des immenses défis et peut-être le motif d'espoir que l'on a, c'est quand on voit les exemples de Bruxelles ou d'autres exemples qui fleurissent ça et là en Europe et ailleurs, on comprend qu'il y a cette prise de conscience de l'importance des émissions exportées qui échappe un peu à la comptabilité carbone traditionnelle dans la logique de l'accord de Paris. Et puis ce qu'il faut aussi ajouter sur l'accord de Paris, et c'est un immense débat qui a lieu en Suisse notamment, mais pas seulement, c'est que l'accord de Paris non seulement n'intègre pas de façon ferme et contraignante la question des émissions exportées, mais il y a pire en quelque sorte, c'est que par symétrie, l'accord de Paris autorise des compensations carbone à l'étranger pour améliorer, si on veut bien, la comptabilité carbone nationale. C'est le fameux débat de savoir si un État comme la Suisse peut, pour améliorer sa comptabilité carbone, aller acheter des certificats à l'étranger ou investir à l'étranger pour l'amélioration des processus. Évidemment, on voit bien que cet instrument, malheureusement, va pas dans le bon sens. Et ça souligne encore une fois de façon très éclatante la nécessité d'avoir des approches alternatives. Et puis encore juste un mot, parce que c'était une question précédente, sur le revenu de transition écologique. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question parce qu'on n'a pas toujours eu l'intégralité des questions sur les plastiques, mais il y avait cette question qui portait sur le revenu de base inconditionnel et sur le revenu de transition écologique. J'ai fait une allusion très brève tout à l'heure. Donc très concrètement, il y a eu toute une série de démarches qui ont été initiées en parallèle à ces réflexions sur les indicateurs de performance. Et puis un des acquis assez prometteurs, c'est que le canton de Vaud est en train de réfléchir avec des entités privées, avec des acteurs privés, en l'occurrence la Fondation Zoeng et puis l'EPER, donc l'entraide protestante suisse, à des projets pilotes de revenus de transition écologique pour les bénéficiaires de prestations sociales. Donc l'idée, c'est de dire, dans les programmes de réinsertion pour les personnes au bénéfice de prestations sociales, on va ajouter des prestations typiquement écologiques qui ne seront pas comptabilisées dans la performance économique habituelle, mais qui apporteront sur d'autres indicateurs évidemment des énormes avantages. Pour l'instant, ce projet pilote n'a pas encore fait l'objet de beaucoup de communication, à ma connaissance en tous les cas, de beaucoup de démarches publiques, mais c'est simplement pour montrer à quel point toutes ces réflexions peuvent s'alimenter les unes les autres et qui permettent d'avancer dans la bonne direction. Voilà, et puis sur les accords commerciaux, alors je ne suis pas membre de la Commission des affaires extérieures, c'est des sujets que je connais assez bien comme juriste, mais je crois que le temps vous est compté et je crains que ce soit un peu compliqué de revenir en détail sur toutes les questions qui ont été soulevées. Mais je suis encore évidemment à la disposition s'il y a une question particulière. Voilà, je passe plus loin la parole. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, ce serait un sujet d'un débat à lui tout seul, les accords commerciaux et les limites ou les opportunités. Dernière parole, 2 minutes de conclusion à Benoît. Merci. Peut-être pour revenir sur les externalités par rapport à la question ici dans le public et la réflexion de M. Naïm. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tels qu'ils sont comptabilisés aujourd'hui, ces bilans ne prennent pas compte de ces externalités. Et tout l'intérêt de la comptabilité carbone basée sur la comptabilité générale telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est justement de les intégrer. Je prends l'exemple d'une collectivité qui va refaire ses réseaux. Eh bien, si sa tuyauterie, elle la fait venir d'Inde ou bien elle l'achète en Europe, l'impact carbone qui va être associé à la transaction financière, il va être complètement différent. Et du coup, toutes ces externalités vont être capturées sur finalement le même principe que la TVA, si vous y réfléchissez. Quand on est dans le système B2B, on se reporte la TVA de proche en proche. Eh bien, l'idée avec les carbones, c'est la même chose. Et c'est l'objet de l'initiative, notamment de Carbone sur Facture, qui est un collectif qui a travaillé sur ce sujet, dont je fais partie. L'idée, c'est de se reporter ces carbones
de proche en proche, de calculer son empreinte et de ventiler ces carbones finalement sur ces produits, comme on ferait une analyse de prix, où on viendrait vendre un produit à 2 €, et bien là, dans une heure de consulting, il y a peut-être 3 kg de carbone. Et de telle sorte à ce qu'on remonte de proche en proche jusqu'au carbone primaire, où là, effectivement, il n'y a plus besoin de système arbitraire, et on a les carbones précisément qui peuvent être mesurés. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental et qui devrait parer un certain nombre de problématiques. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est une petite réflexion par rapport aux indicateurs au sens large. Selon moi, il peut être un petit peu dangereux d'essayer de mettre en place des indicateurs pour mesurer la performance d'un territoire. Pourquoi souhaiterions-nous mesurer la performance du territoire? Est-ce qu'on aurait envie d'être plus attractif, d'attirer plus de monde? Est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif? Moi, ce que je trouve intéressant plutôt, c'est de mesurer la tendance d'un territoire. Et pour l'appliquer finalement à la comptabilité carbone et aux empreintes carbone au sens large, finalement, peu importe d'où on part aujourd'hui, on sait qu'il faut baisser de 2% chaque année les émissions de CO2. Mesurons cette trajectoire peut-être et oublions les poids, je dirais, globaux de tous ces indicateurs. Merci. Super, merci beaucoup à vous tous pour votre écoute. Merci aux différents intervenants, moi et proches. Je pense qu'on a, en tout cas moi, j'ai beaucoup appris. Et puis, cette histoire du PIB, je pense que la suite, nous pourrons l'écrire ensemble. Elle est encore à écrire. Et on est en bonne compagnie à Genève avec les villes comme Barcelone, Lyon, Bruxelles, Amsterdam et beaucoup d'autres qui se font les mêmes genres de réflexions. Merci. L'apéritif, désolé pour Raphaël et Barbara de ne pas pouvoir vous emmener à nous, donc il y a l'apéritif qui est servi juste à côté, et un grand merci à toute l'équipe d'après, à Caroline pour l'émission de la soirée, puis à Pierre, que vous n'avez pas beaucoup vu, et qui a touché toutes les manettes pendant la soirée. Voilà. Bon appétit à tout le monde.